Chapitre 3 de la théorie du producteur. Alors, on a un premier graphique ici avec la fonction de coût total. Alors, ce qu'on observe, c'est première chose que cette fonction, elle est toujours croissante. Donc, vous avez ici dans les axes les quantités produites et là le coût total. Plus on produit des quantités importantes, plus la dépense totale pour produire sera grande. Donc, on ne peut pas ici avoir autre chose qu'une fonction qui est croissante. On ne peut même pas imaginer quelque chose qui soit horizontal, puisque ça voudrait dire qu'on peut produire plus en ne dépensant pas plus. Vous avez forcément des achats de matières premières, des énergies, etc. qui sont nécessaires pour produire plus. Et donc, on ne peut pas avoir ni d'horizontale, ni de choses qui soient décroissantes. Donc, on a une fonction qui est croissante. Ensuite, on a plusieurs caractéristiques particulières. Première caractéristique particulière, ici on a deux exemples. On a une des deux courbes qui part de 0 et une des deux courbes qui part d'un point quelconque. Ce point quelconque, en fait, ce sont les coûts fixes. Donc, soit on a une production dans laquelle il n'y a que des coûts variables, et il n'y a pas du tout de coûts fixes, auquel cas on aura une fonction de coût total qui sera croissante à partir de 0. Dès une quantité infinitésimale, on se met à produire, et puis hop, on va avoir des charges variables correspondant à la quantité produite. Par contre, si on a des coûts fixes, eh bien les coûts fixes sont subis totalement dès la première unité produite. Donc si on a un coût fixe, je ne sais pas, d'achat de machine, il faut d'abord acheter la machine et ensuite commencer de travailler. Donc forcément, si on achète la machine, on a cette dépense-là en coût fixe, et puis on produit immédiatement, eh bien on va se retrouver avec un coût de production ici, avec la totalité du coût fixe qui est subi, et puis ici, ensuite, les charges variables qui vont venir faire grimper le coût total de fabrication. Donc sur ce schéma, la fonction de coût total qui partirait de 0, on l'a mise de côté, puisque vous voyez que celle qui s'appelle coût total, elle est ici, et on a fait apparaître le cas le plus général où il y a des coûts fixes. On fait quand même une hypothèse, c'est que nos coûts fixes sont suffisants pour produire toute quantité. On pourrait, dans la vraie vie ou en raffinant le système, imaginer qu'à partir d'un certain seuil de quantité, vous soyez obligé de racheter un certain nombre de machines, par exemple, que ça vous refasse des coûts fixes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir de la définition brute de la notion de coût fixe. Ce sont des charges qu'on va subir en début de production, et puis ensuite, on ajoutera les charges variables. Voilà, donc, sachant qu'on peut après raffiner, mais on ne le fera pas dans le cadre de ce chapitre. Donc, cette fonction de coût, elle a une forme particulière puisqu'elle a d'abord une forme de racine carrée, puis une forme d'exponentielle. Donc d'abord, elle croît, mais de moins en moins vite, et ensuite, elle croît, mais de plus en plus vite avec un seuil. Alors ce seuil, en fait, c'est un seuil qui est lié à l'évolution de nos charges variables. Donc on voit ici qu'on a la représentation des charges variables et qu'on a un point d'inflexion ici, donc ce n'est pas un maxima, on n'a pas une indication vectorielle ici qui serait horizontale, c'est bien penché et ce n'est pas une erreur, c'est pour montrer que là on a toujours de la croissance, y compris en ce point-là, mais à la limite de ce point-là. Par contre, on va avoir ici une croissance de moins en moins rapide, puis une croissance de plus en plus rapide. Alors c'est lié à quoi? C'est lié au fait que dans un premier temps, l'augmentation des quantités produites va permettre de mieux s'organiser, de mieux produire, et donc on va avoir des coûts variables qui vont augmenter, certes, mais de manière très contrôlée finalement. Et puis ensuite, quand on atteint des forts volumes de quantités produites, eh bien là, pour le coup, on va avoir des difficultés organisationnelles, d'achat, de coûts d'achat, de saturation des marchés, etc., sur le marché de matières premières, par exemple. Et donc, on va avoir une explosion, une croissance exponentielle des coûts variables qui vont être subis. Le coût total, en fait, sur chaque point, c'est bien comme on l'a dit tout à l'heure, la somme du coût fixe, donc cette hauteur-là, plus le coût variable, cette hauteur-là, nous donne ce point qui est ici. Donc chaque point de cette courbe-là est donné par l'addition du coût fixe correspondant plus le coût variable correspondant. Donc quand vous faites le graphe, vous avez bien compris que pour le tracer correctement, l'écart entre ces deux courbes, eh bien, c'est notre coût fixe. Voilà, donc si vous le faites à la main, vous ne pouvez pas le faire ici, votre coût total, puisqu'il faut que
l'écart entre ces deux courbes-là soit à peu près la hauteur qui est ici. Voilà sur ce qu'on peut dire sur ce premier graphique, sachant qu'évidemment ce point-là aura pour nous du sens en particulier, mais là je vous renvoie à la partie calculatoire. Alors comment est-ce qu'on peut essayer d'affiner un petit peu notre compréhension de la forme de coût total? On peut réfléchir sur la productivité marginale d'une part et le coût marginal d'autre part. Donc on se rappelle, marginal ça veut dire de la dernière unité produite. Donc ici on a une productivité factorielle. Alors ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'ici on réfléchit par rapport au travail, L. On pourrait avoir K, le capital. Donc à la différence de courbes qu'on a déjà vu dans le cours, ici je n'ai pas deux facteurs de production, j'en ai qu'un qui est présenté. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on part de je n'utilise aucune quantité de travail, c'est-à-dire ce point-là, et je vais petit à petit, en glissant le long de cet axe, augmenter la quantité de travail que j'utilise. On a une loi qui s'appelle la loi de la productivité marginale décroissante. Donc en fait, on augmente un des deux facteurs, ici le travail, sans augmenter l'autre. Et on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit qu'au début, la productivité marginale, donc la productivité de la dernière unité de travail qu'on va utiliser, de la dernière heure travaillée, du dernier salarié embauché, etc., va être croissant. Les individus sont peu nombreux, ils arrivent à mieux s'organiser en étant un peu plus nombreux, on les fait travailler un peu plus, il y a un effet d'expérience qui va s'installer, et donc la productivité des derniers arrivants va être de plus en plus grande. Par contre, il y a un maximum, et ensuite on voit une productivité marginale qui décroît. Donc là, on est dans des zones où on utilise tellement de travail que les salariés ne sont plus efficaces. Alors par exemple, là, on se rappelle que dans ce raisonnement, l'autre facteur est fixe. Donc le facteur capital, imaginons que dans mon exemple, le capital, ça soit une perceuse et que j'ai un premier salarié qui prend une perceuse qui fait des trous, un deuxième salarié qui fait une perceuse qui fait des trous, un troisième salarié qui prend une perceuse et qui fait des trous, je ne vais pas faire les 10, mais vous avez compris que finalement ils peuvent bien s'organiser, se passer les boîtes de vis, enfin bref, on voit bien que ça va bien. Mais le 11e salarié, lui, il n'aura pas de perceuse. Donc il peut peut-être passer les vis aux 10 autres, le 12e, il fera le café, et puis le 13e, on ne sait pas du tout à quoi il sert. Donc on voit bien que la productivité marginale, l'efficacité productive du dernier arrivant, dans mon exemple, est de moins en moins bonne. Et donc par conséquent, on a bien une courbe qui est d'abord croissante, un maximum, puis décroissante. On parlera donc de zones de rendement croissant et de zones de rendement factoriel décroissant. On parle bien de rendement factoriel, à ne pas confondre avec les rendements d'échelle, où là, on a à la fois le travail et le capital qui augmentent tous les deux en même temps. Donc rendement factoriel, un seul facteur qui augmente, l'autre est fixe. Rendement d'échelle, les deux facteurs de production, travail et capital par exemple, augmentent tous les deux. Donc la productivité peut nous expliquer pourquoi le coût est croissant. Pourquoi au début on a un coût qui est certes croissant parce qu'on a de plus en plus de salariés, mais comme au bout d'un moment ils vont être de moins en moins performants, bien hop, le coût de fabrication va grimper en exponentiel. Ça explique bien cette partie-là, on a des salariés de plus en plus nombreux, mais de plus en plus efficaces, et puis là, boum, explosion des coûts parce que nos salariés n'ont plus d'efficacité. La notion de productivité, c'est juste le travail, donc il faut le mettre en relation, en corrélation, il faut développer ou regrouper dans notre raisonnement la notion de coût. Donc là, on va partir de la notion de coût marginal et qui va, elle aussi, bien évidemment, conforter la tête de cette fonction de coût. On retrouve nos zones de rendement croissant et de rendement décroissant. Alors ici, le raisonnement est un petit peu différent parce que sur cet axe, on a les quantités produites. Là, on avait juste un facteur de production. Là, on a les quantités produites. Et donc, on s'aperçoit que lorsqu'on part de zéro quantité produite et que petit à petit, on augmente les quantités produites, le coût de fabrication de la dernière unité est d'abord décroissant, puis croissant. Donc en fait, ici, ça correspond à la période où on a une productivité marginale du travail ou du capital, ou les deux, qui est croissante. Par conséquent, le coût est décroissant. Les personnels nouveaux que j'embauche sont de plus en plus performants. Par conséquent, les productions qu'ils vont faire, ils vont produire plus en moins de temps, donc le coût marginal de fabrication des dernières unités produites est de plus en plus faible. Donc on a bien un parallèle entre la productivité marginale qui est croissante et par conséquent le coût marginal qui est décroissant. À un moment, la productivité marginale a un maximum, donc notre coût marginal va avoir un minimum,
Et à partir de cette partie-là, eh bien, nos salariés sont de moins en moins performants quand on continue d'embaucher. Par conséquent, comme ils sont de moins en moins performants, ben, ça fait augmenter le coût de fabrication des dernières unités produites. Autrement dit, ça fait augmenter le coût marginal. Et on voit bien que ces deux notions-là nous permettent de comprendre un moment où, eh bien, ici, on arrive à mieux s'organiser, la productivité marginale est croissante, et donc le coût marginal, le coût de chaque unité supplémentaire est de plus en plus petit. Donc on a bien une croissance du coût total, mais de moins en moins vite, puisque le coût supplémentaire qu'on rajoute à chaque unité est de plus en plus petit. Donc la pente est de plus en plus faible, on va vers une espèce de droite, d'horizontale en tout cas. Et puis à un moment, à ce seuil, eh bien, le coût d'unités supplémentaires de production explose. Donc ici, on a bien le coût total, tout ce qu'on va dépenser pour fabriquer toutes nos unités, qui va se mettre à croître de manière exponentielle. Si maintenant, sur le chapitre 3, le graphique 3, on veut représenter le coût moyen, donc on ne réfléchit plus avec la notion de coût marginal, comme précédemment, mais le coût moyen. Donc le coût total de ce qu'on a dépensé divisé par les quantités produites. Donc on n'est pas sur la réflexion sur juste une unité. C'est en moyenne combien ça me coûte de fabriquer. Alors le graphique a des proportions qui ne sont pas tout à fait bonnes, voire qui sont carrément pas bonnes, parce que je l'ai fait à l'ordinateur et je n'ai pas réussi à affiner plus. Donc je vais tout de suite signaler ça et ensuite je pars sur l'explication. On va représenter ici trois choses, le coût moyen qui est le trait du haut, le coût variable moyen qui est le trait rouge un peu plus épais et en bleu le coût fixe moyen. En fait, l'écart entre ces deux courbes rouges devrait être l'écart qu'il y a entre l'axe et ici. Donc autrement dit, cette hauteur-là, je devrais la retrouver là. Cette hauteur-là, je devrais la retrouver là. Et cette hauteur-là, je devrais la retrouver là. Donc vous avez vu que lui, là, en bleu, il est décroissant. L'écart, en fait, entre l'axe et la courbe est de plus en plus petit. Hein, ça tend vers zéro, ça, l'écart, c'est une asymptote. Donc, en fait, mon trait rouge, là, il devrait être avec un écart de plus en plus grand. Et donc, au lieu de grimper, là, avec un écart, finalement, qui est assez faible, il devrait être beaucoup plus plat. Mais je n'ai pas su le faire. Donc à la main, bah, vous le faites correctement, vous aplatissez un petit peu ce trait-là, et puis bah, sinon, si on vous donne un graphique, si ce n'est pas le mien, ça sera fait correctement. Alors, on y va sur les explications. Première chose, le coût fixe moyen, le trait bleu. Le trait bleu, c'est le coût fixe divisé par les quantités produites. Donc mon coût fixe, imaginons qu'il soit un certain montant, hein, qui est ici, divisé par une unité produite, ben voilà mon coût fixe. Ensuite, si j'ai deux unités produites, ben, mon coût fixe il va se répartir sur les deux unités produites. Donc autrement dit, il va être divisé par 2. Donc pour deux unités produites, ici, on sera 2 fois moins haut que le point qui est là. Si on a 3 unités produites, on divise par 3, par 4, par 5, etc. Vous divisez par 1 million, 2 millions, 3 millions, et vous comprenez pourquoi votre coût fixe, qui est divisé par un chiffre qui est de plus en plus grand, va tendre vers 0. Donc on a bien un coût fixe moyen qui est décroissant. Le coût fixe se répartit sur toutes les unités qu'on va produire. Plus on produit d'unités, moins il y a de coût fixe par unité produite. Bon. Alors maintenant qu'on a ce prérequis, on va pouvoir réfléchir au tracé de notre coût moyen et de notre coût variable moyen. Le coût variable moyen. En fait, l'idée, c'est de dire que plus les quantités fabriquées vont être importantes, plus on va avoir, au début en tout cas, une décroissance du coût variable moyen. On va mieux s'organiser, on va mieux acheter nos matières premières qu'on pourra acheter moins cher, etc., etc. Donc le coût variable moyen va être décroissant avec les quantités produites dans un premier temps. Et puis ensuite, eh bien, pour les mêmes raisons qu'on a vues sur le coût marginal, eh bien, ce coût variable moyen va se mettre à croître. On a par exemple acheté la totalité des ressources disponibles sur l'économie, il va donc falloir que nos fournisseurs refabriquent des matières premières dont on a besoin, ils ont besoin d'investissement, par conséquent ils vont augmenter leur prix, etc., etc. Enfin bref, pour tout un tas de raisons économiques, on peut avoir un coût variable moyen, on va avoir un coût variable moyen qui au bout d'une certaine quantité produite, cet axe-là c'est les quantités, eh bien va être croissant. Le coût moyen, c'est la somme du coût variable moyen et du coût fixe moyen.
Donc en fait, ce point-là, on le trouve en fait en additionnant la hauteur de ce qui est en dessous du trait bleu, plus la hauteur de ce qui est en dessous du trait rouge. Donc en fait, cette hauteur-là qui est ici, vous la prenez et vous partez du trait bleu et hop, vous le reportez ici et ça vous donne ce point-là. Donc chacun des points sur cette petite courbe rouge ici, qui est le coût moyen, est constitué d'une partie de coût fixe plus une partie du coût variable qui est la hauteur entre l'axe et ici. Comme notre coût fixe moyen est décroissant, on l'a vu tout à l'heure, eh bien l'écart entre le coût moyen et le coût variable moyen, ici, plus les quantités augmentent et plus cet écart est petit. À la limite, si on allait jusqu'à plus l'infini, on pourrait dire que ces deux valeurs sont confondues. Graphique 3.5, qu'en est-il maintenant à long terme? Alors, on retrouve la fonction de coût de court terme. Je reviens en arrière. La fonction de coût de court terme, c'était ça. Donc, on a un truc qui est d'abord croissant, mais de manière sous la forme d'une racine carrée, puis croissant sous la forme d'une exponentielle. Si je regarde mon nouveau graphique, je prends chacune des courbes et elle a effectivement cette forme de racine carrée, puis d'exponentielle, de racine carrée, puis d'exponentielle. Donc ce sont toutes bien les courbes qui sont en trait peu épais des fonctions de coût de court terme. À long terme, comment est-ce qu'on se débrouille de ça? À long terme, tout est variable. Il n'y a pas de coût fixe. C'est comme ça qu'on définit le long terme en économie. Tout est variable. On peut tout changer. J'ai une usine, je peux en avoir 2. J'ai 10 usines, je peux en avoir que 3. Enfin, je peux changer la totalité de mes paramètres de production. Par conséquent, ici, pour toutes les quantités qu'on veut fabriquer, l'industriel, ou le producteur, peu importe, ce n'est pas forcément un industriel, le producteur va regarder toutes les technologies existantes. Chaque courbe ici de coût représente une forme de technologie. Et évidemment, comme c'est un malin, il va prendre celle qui est le moins cher. Donc si je prends par exemple cette quantité A, le producteur il a le choix entre la technologie qui est représentée par cette courbe-là, la technologie qui est représentée par cette courbe-là et la technologie qui est représentée par cette courbe-là. S'il choisit cette techno, ça lui coûtera un certain montant. S'il choisit cette techno, ça lui coûtera un peu moins. Et s'il choisit cette techno, c'est là que ça lui coûte le moins. Donc forcément, il va choisir cette techno. Et on a un premier point sur la fonction de coût de long terme, celle-ci. Imaginons que finalement, on réfléchit, on se dit, non, mais à long terme, je ne vais pas produire cette quantité-là, je vais produire celle-là, qui est plus importante. Alors là, on regarde ce qu'on peut faire. Et on voit qu'il y a une techno qui est plus crédible. Celle-là, elle ne permet pas de produire toute cette quantité-là. Il ne reste que deux technologies possibles, celle-ci et celle-là. Donc évidemment, le producteur va choisir celle-ci et donc son point sera ici. Bon, je ne vous ferai pas l'explication. Troisième niveau de production qui est encore plus grand. Les deux autres technos-là ne sont plus possibles. Elles ne permettent pas de fabriquer cette quantité-là. Donc on choisit cette techno-là et on obtient ce point-là. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va relier tous les points d'équilibre. Donc là, on en a 3 qui sont tracés, mais il faut imaginer qu'il y a une infinité de courbes de court terme. Donc coût total, et CT c'est pour coût total, il faudrait rajouter un petit CT, coût total de court terme. Et donc, on imagine qu'il y en a une infinité. Et donc, on fait ça pour chaque quantité qu'on pourrait plus tard dans le futur produire. Et on se dit, pour chaque quantité, voilà la techno que je choisirais. Et voilà combien ça me coûterait. Le coût, on le lit sur cet axe-là. Du coup, ça nous donne cette courbe qui est ici en noir, qui relie tous les optima de court terme pour chacune des quantités produites. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le coût total de long terme. On parle aussi parfois de courbe enveloppe. Alors le terme courbe enveloppe, on le reverra sur un autre graphique, mais c'est cette idée que cette courbe va venir envelopper toutes les autres, comme si elle venait, comme un papier alu quelque part, se coller à toutes les autres, et donc du coup on peut parler de courbe enveloppe. La maximisation du profit. Alors, la maximisation du profit, graphique 3.6, on la représente sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà et comment ça s'utilise?
On reconnaît le coût marginal. Le coût marginal, on l'a vu dans un graphique précédent, on a vu qu'il était décroissant puis croissant. Donc on le retrouve bien ici, décroissant puis croissant. On voit qu'ici, on n'a pas tracé la totalité de la partie décroissante parce qu'en fait, on a appris son cours et on sait que la fonction d'offre d'un producteur, c'est la partie croissante du coût marginal. Donc en fait, tous les points qui sont ici entre 0 et ce minimum n'ont pas de sens économiquement. Donc on le trace quand même, histoire de dire qu'on sait que le coût est d'abord décroissant puis croissant, mais on ne va pas s'embêter à tracer tout un tas de trucs, ça va nous gêner pour voir notre graphique. Donc on trace un petit bout, ici on sait que notre équilibre ne sera jamais là. Par contre, la courbe d'offre, eh bien, donc là où on va pouvoir trouver des équilibres, ça part du minimum du coût marginal et ça peut être n'importe quel point du coût marginal. On va en parler après. Deuxième chose qu'on voit sur ce graphe, c'est le coût moyen. Alors là, en termes de dessin, si vous le faites à la main, le coût moyen a son minimum lorsqu'il est égal au coût marginal. Donc ce point-là est le point le plus bas du coût marginal. Donc ce que je vous conseille, si vous le faites à la main sur une copie, vous partez de là, vous tracez ce morceau-là en montant, vous partez de là, vous tracez ce morceau-là en montant. Si vous partez d'ici et que vous le tracez directement, vous allez vous retrouver qu'un minimum qui est là, enfin ça va être tout moche. Donc ici, c'est le point le plus bas du coût moyen. Hop, vous remontez, vous avez un coût moyen qui est peut-être pas très beau parce qu'il est fait à la main, mais en tout cas qui est juste. Ensuite, une fois qu'on a ça, même chose, je vous renvoie au cours. Dans le cours, on a démontré que le prix va être égal au coût marginal à l'équilibre. Deux solutions, on peut avoir un équilibre de court terme ou un équilibre de long terme. Sur l'équilibre de court terme, il est possible de faire des surprofits. Alors, je ne vais pas refaire tout le speech sur le surprofit, je vous renvoie au cours, juste un petit rappel. La rémunération normale du facteur capital est incluse dans la fonction de coût. Donc, les dividendes des actionnaires, c'est inclus dans la fonction de coût. Donc, c'est dans le coût marginal. Donc, en fait, ce n'est pas un profit, ça. Ce qu'on va tracer, ça va être un surprofit, un profit qui est supplémentaire, qui est en plus de cette rémunération normale qui est déjà envisagée. Alors après, il y a tout un débat en économie. Qu'est-ce qu'une rémunération normale d'un actionnaire? Vaste sujet. Nous, on considérera que c'est la valeur des titres d'État, la valeur des obligations d'État. Donc si les obligations d'État sont rémunérées à 4%, on considérera que 4% c'est un taux de dividende de rémunération du capital qui est normal. Si le capital est rémunéré à 10% quand les obligations d'État sont à 4%, il y a 6% de surprofit. Bon, je ferme ma petite parenthèse sur profit et surprofit. En économie, on généralise et souvent on parle de maximisation du profit et on réfléchit ici sans cette subtilité. Alors en fait, notre profit, c'est la partie grisée qui se trouve sur le schéma. Alors pourquoi c'est la partie grisée? On se rappelle qu'on est price taker, on est en concurrence pure et parfaite, c'est le marché qui détermine le prix. Ce n'est pas l'industriel qui fixe son prix. Le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Cette loi de l'offre et de la demande détermine un prix d'équilibre. Et donc l'entrepreneur, quand il vient sur le marché, il dit « Ah bon, c'est ça le prix, donc il fixe le prix d'équilibre. » Donc le prix qui est ici est une donnée du marché. Bien. L'entrepreneur, il va prendre ce prix et il va dire « Mon prix, il est égal au coût marginal. » Donc il en déduira la quantité qu'il peut fabriquer. Il va dire « Compte tenu du prix qui est celui du marché, fourni par le marché, voilà ce que moi, compte tenu de mon coût marginal de production, je peux produire comme quantité. » Alors pour l'égalisation entre prix et coût marginal, vous reprenez le raisonnement, si le prix est inférieur au coût marginal, ça coûte plus cher de fabriquer une unité que ce qu'on va gagner en le vendant sur le marché. Donc le producteur est rationnel, il ne produit pas cette unité-là. Donc il va réduire les quantités, ça va réduire son coût marginal et à la fin, le coût marginal va tendre vers le prix. Dans l'autre sens, si le coût marginal est supérieur au prix, une bêtise, pardon, si le coût marginal est inférieur au prix, donc on est par ici, cela veut dire qu'en fabriquant une unité supplémentaire, par exemple ici, en passant de ce point-là, de cette quantité-là à cette quantité-là, certes, ça me coûte plus cher, j'ai un coût marginal qui est plus grand,
Mais j'ai toujours un surprofit, j'ai toujours une quantité, le prix est toujours plus grand que ce que ça me coûte, donc je gagne de l'argent. Donc je vais être incité rationnellement à produire encore une unité, etc. Ce qui fait qu'in fine, à l'équilibre, le prix est égal au coût marginal. Donc on n'est pas surpris de voir le point E qui apparaît ici sur ce graphique. Pour essayer maintenant de mesurer le profit, eh bien, on va faire l'écart entre le coût marginal et le coût moyen. En fait, on va chercher cette hauteur-là. Cette hauteur-là, c'est quoi? C'est l'écart entre le prix et le coût moyen correspondant aux quantités qui ont été décidées en termes de fabrication par le prix. Je la refais une fois. Le prix de marché nous fait déterminer la quantité qu'on va fabriquer en passant par le biais du coût marginal. Mon prix doit être égal au coût marginal. De ça, je déduis les quantités. Du coup, ici, on a cette quantité-là qui va être fabriquée. J'ai calculé auparavant mon coût moyen. Donc, je peux aussi en déduire le coût moyen. Et je ne vais pas vendre une unité sur le marché. Je vais vendre tout un tas d'unités. Je vais vendre toute cette quantité-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder en moyenne combien me coûte la fabrication. Le coût moyen, eh ben, c'est ce montant-là, A. Si le prix est plus grand que le coût moyen, ben, ce qui me reste là, c'est ce qui reste dans ma poche. Autrement dit, c'est mon profit. Et donc, sur chaque unité vendue, je vais faire cette hauteur-là de profit. Pour cette quantité-là, je fais ce montant-là de profit. Pour cette quantité-là, je fais ce montant-là de profit, etc. Ben, vous faites ça une infinité de fois, et ben, ça vous grise le rectangle qui est là. Et donc, le rectangle qui est là, c'est bien. Alors, pas celui en bleu qui vient de s'allumer, mais le rectangle qui est là, c'est bien la représentation du profit de court terme. Alors, ça ne peut pas être un schéma de long terme, ça, parce qu'en fait, à long terme, le prix va se fixer de telle manière ou va correspondre à la situation du minimum du coût moyen. Donc en fait, le prix, si c'était un schéma de long terme, il arriverait là. On ne va pas refaire le raisonnement parce qu'il est un peu long, mais l'idée c'est que le prix de marché va être égal ici au minimum de notre coût moyen. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a plus d'écart entre le coût marginal et le coût moyen, puisque ici c'est le même point, ce point est à la fois sur les deux courbes. Donc ici on pourrait imaginer qu'on a un rectangle, mais c'est un rectangle plat, donc il est égal à 0. Et donc les surprofits à long terme, il n'y en a pas, c'est égal à 0. Et les surprofits à court terme, c'est représenté par ce rectangle gris. Graphique 3.7, la notion de coût marginal et de prix. Donc on revient juste un peu en détail pour réillustrer ce qu'on a utilisé dans le graphique précédent. Et donc on se rappelle qu'on est price taker, donc on va avoir un certain nombre de niveaux de prix qui vont être donnés par le marché. Ce n'est pas l'entrepreneur qui détermine son prix. Il prend l'information prix et avec son coût marginal, il peut du coup déduire la quantité que lui, il va être prêt à fabriquer. Ce prix, il peut varier, donc ça peut être le prix bleu, le prix rouge, là, bon, peu importe, on peut avoir tout ça. On voit quand même qu'on a ici un prix particulier. En fait, ici, c'est le prix le plus faible qui est égal au coût marginal. Si je prends un prix qui est ici, il n'est jamais égal au coût marginal puisque le coût marginal est au-dessus. Donc ça veut dire qu'ici, le prix est tellement faible que l'entrepreneur va dire « moi, je ne peux pas vendre à ce prix-là ». Et donc, il va sortir du marché s'il y est déjà, ou il ne va pas rentrer sur le marché s'il n'y est pas encore. P0, c'est donc le prix minimum acceptable pour le producteur, avec sa technologie qui lui donne cette fonction de coût marginal. Et puis, plus le prix va grimper, et plus on aura des coûts marginaux qui pourront être couverts par le prix qui vont être grands, et donc on pourra s'autoriser une quantité plus grande de fabrication. La fonction d'offre de l'entreprise. Alors là, on fait attention, il y a deux points importants. Première chose, c'est pour une entreprise, donc on n'est pas sur la fonction d'offre de la totalité du marché. La fonction d'offre de la totalité du marché, pour l'obtenir, il faudra additionner toutes les fonctions d'offre de toutes les entreprises présentes sur le marché. Donc ça, c'est une fonction d'offre individuelle, fonction d'offre d'une firme en particulier. Deuxième point important, c'est vrai ce schéma à court terme. Pourquoi est-ce qu'il est vrai à court terme? Ici, on va avoir un seuil de rentabilité ou un prix de rentabilité
et un seuil de fermeture ou un prix de fermeture. Après l'explication de ce graphe, je vous expliquerai pourquoi ça ne peut pas être quelque chose de long terme. Alors, ici, on retrouve des choses qu'on connaît déjà, le coût marginal. Donc le coût marginal, il a toujours sa forme caractéristique avec ce morceau-là qu'on n'a pas tracé pour y voir plus clair. On a ici le coût variable moyen et le coût moyen. Même remarque de construction, hein, l'écart entre les deux, là, c'est le total des coûts fixes. Enfin, non, surtout pas le total des coûts fixes, c'est le coût fixe moyen. Et donc, cet écart est de plus en plus petit, ce que j'ai à peu près réussi à voir sur ce graphique. Les points caractéristiques qui nous intéressent. On sait que la fonction d'offre d'une entreprise, c'est la partie croissante de son coût marginal. Donc en théorie, on peut partir de là, c'est le minimum du coût marginal, et ça peut être n'importe lequel de ces points-là. L'entreprise est capable de produire toutes ces quantités-là. Si le prix ici est plus bas, ben on voit que le prix n'est jamais égal au coût marginal, et donc ben il ne peut pas offrir. Donc la fonction d'offre, ce qui va déterminer la quantité produite, c'est bien le coût marginal, et c'est l'égalisation entre le prix et le coût marginal qui va nous permettre de déduire la quantité produite. Bon. Sauf que, on voit qu'ici, on a exclu ce morceau-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a exclu? On l'a exclu parce qu'en fait, il faut tenir compte de deux points caractéristiques pour déterminer une fonction d'offre, le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité. Alors, je commence par celui-ci. Le seuil de fermeture, en fait, on en a déjà parlé. C'est une situation en deçà, enfin, c'est un prix minimum, en deçà duquel le prix sera toujours inférieur au coût marginal. Et donc l'entreprise n'offre pas. Ça explique donc ce trait noir. Donc en fait, la fonction d'offre, ce n'est pas que ce morceau-là, c'est aussi cette verticale. Hein, ça, ce n'est pas un raté du dessin. J'ai bien un trait vertical ici. Et donc, tant que le prix, ici sur cet axe-là, on a les prix, tant que le prix n'a pas atteint ce prix minimum, eh ben, on produit 0. Une fois qu'on est arrivé ici, le prix atteint le seuil de rentabilité, et donc là, bim, on va passer directement à cette quantité-là. Le prix est égal au coût moyen, et donc la quantité produite qui va être fabriquée par l'entreprise se lira ici. Le prix va continuer de grimper, hop, et on délira ici la quantité fabriquée par l'entreprise, etc., etc. C'est bien, mais ce point-là, il a été déterminé comment on repère qu'il est quoi? Il est le minimum du coût variable moyen. Donc là, c'est pareil, si vous le tracez à la main, vous partez de là, vous remontez, vous partez de là et vous remontez. Hein, comme pour le tracé du coût marginal. Ça, c'est le point le plus bas du coût marginal. Pardon. Le point le plus bas du coût moyen, vous avez bien sûr corrigé. Et donc, vous partez de là, vous remontez, vous partez de là, vous remontez. Qu'est-ce que ça veut dire ici, là? On voit qu'on est au-delà du coût variable moyen, mais qu'on est en dessous du coût moyen. On a dit l'écart entre les deux, c'est le coût fixe. Donc ça veut dire qu'en fait, le prix, là, permet de couvrir la totalité des charges variables, mais pas la totalité du coût fixe. Donc en fait, sur tout ce segment-là, on fait des pertes. Le prix de vente est inférieur à notre coût moyen. En économie, on va considérer que si le prix de vente vous permet de couvrir le coût variable moyen, alors on commence à produire. Certes, vous faites des pertes, mais on n'est pas en situation de faire des pertes monumentales, et donc votre entreprise a une chance de s'en sortir. Donc, on a bien une offre qui va être proposée ici. Arrivé à ce point-là, pile à ce point-là, qu'est-ce qu'on a? On a un prix, donc le prix a continué d'augmenter, hein, et on est arrivé ici à un prix qui va être égal ici à ce coût marginal, à ce point-là. Autrement dit, qui va être pile le minimum du coût moyen. Le prix couvre parfaitement le coût moyen. Donc à la fois les charges variables et les charges fixes. Autrement dit, ça vous coûte 100 à fabriquer en moyenne et vous le vendez 100. Profit égale 0. C'est le seuil de rentabilité. Ça veut dire qu'à partir de ce point-là, le prix va être plus grand que le coût moyen. Donc si je prends par exemple un prix qui serait ici, j'arrive sur un coût marginal qui est là, je vois bien qu'ici, mon prix, excusez-moi, va être plus grand que le coût moyen. Ça veut dire qu'on a couvert nos charges fixes qui sont là, on a couvert nos charges variables qui sont là, puis il reste de l'argent. Et donc là, on a un profit ou un surprofit, si je vous renvoie, si on repense au petit raisonnement qu'on a fait tout à l'heure sur la distinction entre profit et surprofit.
Voilà pour le court terme. À court terme, il est possible que des entreprises fassent des surprofits. Bon, à long terme, ce n'est pas possible, puisque s'il y a un surprofit, évidemment, d'autres entreprises vont être attirées et vont rentrer sur le marché. Un autre point qui n'est pas possible non plus, c'est la distinction entre ces deux points-là à long terme. Alors pourquoi? Le long terme en économie se définit comme étant une période où tout est variable. Donc il n'y a pas de coût fixe. Si je n'ai pas de coût fixe, mon coût moyen, il est forcément superposé avec mon coût variable moyen. Lui, il va tendre vers cette courbe-là. Et donc en fait, ce point-là, il va être ici. Il va être superposé avec le seuil de fermeture. Donc le coût moyen serait superposé avec le coût variable moyen. Il n'y a plus d'écart entre les deux puisqu'il n'y a plus de coût fixe. Et par conséquent, le seuil de rentabilité ou le prix de rentabilité ici va descendre pour arriver superposé ici au seuil de fermeture ou au prix de fermeture. Donc si vous voulez faire le même graphe à long terme, eh bien, vous ne faites que deux courbes, le coût marginal, le coût moyen que vous mettez ici, okay, et puis ici, vous notez que c'est à la fois le seuil de rentabilité, PR, et le seuil de fermeture, PF. Quand on fait le graphe, on n'oublie pas la partie verticale, sinon c'est faux. Ici, on a bien le fait que l'entrepreneur décide de ne pas produire, mais il faut bien le faire apparaître sur le graphique.